Salam alaikum, chers amis auditeurs et téléspectateurs, abonnés. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, de nous suivre, de nous écouter et de partager avec nous un nouveau moment où nous recevons notre ami Abdelkader Ben Arab, auteur, écrivain, conférencier, intellectuel engagé, qui va nous parler d'un livre à sortir qui est sous presse, qui est encore tout chaud, tout près d'être dans les librairies et donc mis à votre disposition. Ce livre se trouve aux éditions El Boraq, Paris, donc 2016, et s'intitule Colonialisme et résistance, anthropologie africaine et littérature négro-américaine. Alors, donc, notre ami Abdelkader, qui a eu la gentillesse de répondre à notre invitation et de venir pour nous en parler, va nous décrire un petit peu ce dernier projet qui, je le rappelle, s'inscrit 20 ans après son premier livre qui était un support de thèse intitulé Les voies de l'exil et dont nous avons parlé, et qui, comme trame directrice, garde toujours ces questions d'exil, de douleur, d'émigration, de colonialisme, de résistance. Donc on reste sur une thématique qui à chaque fois va être adaptée au temps et à l'époque. Donc là, 2016, Sian Prada, merci de nous expliquer ce qui a motivé ce livre, ce que tu y as trouvé, pourquoi ce titre, et notamment le terme négro sur lequel j'aimerais qu'on revienne puisqu'il fait actuellement l'objet d'une polémique, pour le resituer dans son cadre étymologique et réel. Merci de m'avoir invité et reçu aussi. Ce dernier ouvrage qui s'appelle Colonialisme et résistance, avec un sous-titre Anthropologie africaine et littérature négro-américaine, comme on le voit, le titre il fait tout un programme, quoi. Donc oui, résistance, etc. Je ne perds pas le fil de ma pensée, c'est une pensée qui est en évolution, mais qui garde toujours, j'allais dire, un substrat n'est-ce pas, de résistance et de militantisme, qui est un peu la même idée qui est posée du début à la fin. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé à écrire mon premier essai jusqu'à aujourd'hui, je suis à peu près dans la même thématique, la même pensée, qui est celle de la résistance, qui est celle du militantisme, qui est celle du combat. Cet essai, naturellement, il se distingue un peu par rapport aux anciens parce qu'il parle de l'Afrique noire. Bon, j'ai parlé de colonialisme et de la résistance. J'explique un petit peu ces deux termes. Évidemment, comment, si vous voulez, la France en général, ou l'Europe en général et la France en particulier, a découvert l'Afrique. Donc, c'est l'objet de cet essai. Je suis un peu dans l'ethnologie, donc la première science coloniale, qui est la connaissance des Africains et les premiers instruments de connaissance inventés bien sûr par les anthropologues, par les ethnologues, pour connaître en fait l'Europe, pour faire et constituer un savoir sur l'Europe qui est donc un savoir tout à fait colonial, qui est l'ethnologie. Ça, c'est le premier volet de la question. Je fais donc tout un voyage en Afrique avec les premiers ethnologues qui ont commencé à découvrir l'Afrique. Et l'Afrique qui était, bien sûr, donc, considérée comme une contrée sauvage, barbare, par les premiers explorateurs. Et d'ailleurs, je pense, de la fin du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, il a fallu attendre donc les premiers travaux des ethnologues pour qu'on commence à découvrir réellement, à connaître réellement l'Afrique et commencer à côtoyer, si vous voulez, l'élément africain qu'on considérait comme un sauvage, comme un animal, où on le situait sur si vous voulez, un stade carrément d'animal. D'accord, donc c'est déjà dès la Renaissance
qu'on commence à trouver les traces de cet esprit civilisateur d'une race supérieure qui viendrait civiliser le reste du monde. Oui, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire on ne peut pas trop développer ce sujet, mais en gros, je dirais que les premiers explorateurs, les premiers explorateurs, si vous voulez, français ou européens, ce qui les intéressait surtout, c'était les richesses de l'Afrique. Mhm. C'était ça qui les intéressait. Ils étaient partis donc en, en expédition pour vraiment voler les richesses africaines. Et ça a été toujours le cas. Évidemment, en évacuant la dimension humaine, c'est-à-dire en évacuant carrément l'élément africain et en ne tenant compte que des services qu'ils pouvaient nous donner, qu'ils pouvaient donner à l'Africain, c'est-à-dire ils le faisaient travailler, la traite des nègres, etc. Mais je me souviens, à cette époque-là, qui est celle de Christophe Colomb, où il y a des débats théologiques, où on se demande, parce que là ils sont tournés vers les Indes, l'Amérique et le reste, où on se demande si ces gens-là ont une âme. Donc là, on est vraiment dans la même démarche, ça correspond à une idéologie d'époque, en fait, alors. Tout à fait, oui, mais il a fallu peut-être aussi bien avant ça les travaux de Las Casas, etc., pour un peu remettre les choses dans leur droit chemin et dire que ces gens-là ont bien une âme et qu'ils respirent comme nous, qu'ils marchent comme nous et qu'ils sont des humains. Donc, si vous voulez, cette dévalorisation excessive et cette façon de traiter, cette façon inhumaine de traiter son semblable était quand même quelque chose d'inacceptable de la part des Européens, des premiers explorateurs. Donc il a fallu attendre le travail théologique, qui est aussi un savoir et des concepts tout à fait coloniaux, donc pour qu'on commence à connaître un petit peu ce que c'est que cet Africain. Mais le plus important, je crois, le plus important est le travail fondamental d'un certain Léo Frobenius, donc le grand anthropologue allemand, qui a étudié d'une manière profonde, d'une manière proche et avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de neutralité, la question de l'homme africain. Comment s'appelle Léo Frobenius. Frobenius, je le prononce un peu en allemand, et qui a ce Frobenius, donc ce savant allemand, qui est un homme très juste, très au fait, qui avait beaucoup de connaissances, qui a fait beaucoup de terrain, etc., qui a découvert donc l'homme africain, qui a essayé de réhabiliter l'homme africain et de le faire donc échapper, si vous voulez, à cette donc dévalorisation, à cette façon de le traiter comme un animal. Il a influencé beaucoup de Noirs écrivains, ou d'une manière générale, il a influencé l'élite africaine, comme par exemple Senghor, qui s'est mis donc à apprendre l'allemand, etc., et qui a étudié profondément les œuvres de Léo Frobenius, de même que Césaire et beaucoup d'intellectuels africains. Donc de là, une conscience noire a commencé un peu à se cristalliser, a commencé à naître, à prendre forme et des contours plus consistants autour de cette question du noir. Voilà en gros comment on a découvert, si vous voulez, cet Africain. Par la suite, bien sûr, j'ai parlé de résistance parce qu'à partir de là, donc, des mouvements ont commencé à naître, des contestations, des voix s'élever pour dénoncer justement ce colonialisme européen, pour dénoncer le traitement inhumain de l'homme blanc, les traites des nègres, enfin le traite des noirs, etc. Et le fait de les avoir donc les déportations vers l'Amérique, vers l'Amérique du Nord notamment, d'une manière générale. Alors justement, moi j'aimerais qu'on que tu nous donnes un aperçu, puisque tu parles d'anthropologie africaine et littérature négro-américaine. Alors j'aimerais deux choses, qu'on revienne justement sur la dimension négro-américaine, et que tu nous parles justement un petit peu du mot négro employé ici, qui n'a absolument rien de péjoratif,
mais qui est là pour désigner le peuple noir, subsaharien, et non pas pour le dévaloriser. Non, non, pas du tout, loin de nous. Moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique, justement, et nous militons justement pour qu'il n'y ait pas ce genre de clichés, de stéréotypes envers l'Afrique. Non, tout simplement, négro est un terme scientifique qu'on utilise tout à fait aisément et sans problème dans les universités, dans les écrits. Des Noirs eux-mêmes parlent de négro, etc. À un certain moment, bien sûr, on employait ce mot pour désigner le nègre avec une connotation très, très malsaine, très péjorative, très négative, naturellement. Mais il n'est pas question ici de... On parle de littérature négro-africaine tout simplement pour désigner la littérature noire. D'accord. Alors pourquoi tu parles de la littérature noire américaine, négro-américaine, dans le cadre du colonialisme et résistance? Il y a quelque chose de spécial Oui, parce que là, je parle de littérature notamment, mais quand je parle de littérature, c'est un peu la culture négro-américaine, c'est-à-dire toute la culture née outre-Atlantique. Pour parler de ça, il faut revenir évidemment aux premières déportations, c'est-à-dire aux premiers esclaves noirs qui étaient arrivés autour de la fin notamment du XVIe siècle, XVIIe siècle, etc., et puis progressivement. Et les premiers écrits qu'on a pu enfin retrouver, c'était des écrits d'esclaves. Donc ce ne sont pas non plus de choses, d'écrits très élaborés, mais ce sont des témoignages de vie, ce sont des témoignages, des récits sur la condition d'esclave, sur les souffrances, sur l'Afrique lointaine, vous voyez, un petit peu sur l'appel un peu de l'Afrique, la nostalgie, toutes les douleurs que pouvait ressentir un noir. Naturellement, les maisons d'édition et les éditeurs à l'époque n'étaient pas très favorables pour publier ce genre d'écrit parce qu'il fallait présenter quand même la chose d'une manière très normative, très normée. Il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup de relief il ne fallait pas... Voilà, il n'en acceptait pas de saillie particulière, mais quand même nous avons des poèmes, par exemple des premiers poèmes qui décrivaient justement la vie des Noirs, une vie pénible, une vie inhumaine, sous-humaine, infra-humaine, donc faite par les Blancs à l'encontre des Noirs. J'ai parlé de littérature parce qu'elle est abondante, une littérature riche et abondante, développée par les Noirs eux-mêmes, qui sont un peuple extraordinairement productif et conscient aux États-Unis, et qui a connu donc de grands noms, comme par exemple Du Bois, ou bien d'autres noms. Par la suite, il y a eu Richard Wright, etc. Je ne dis pas ça dans un ordre chronologique, mais juste des grandes figures qui ont toujours milité pour cette conscience noire, pour cette âme noire, pour cette communauté, cette grande communauté en rapport avec l'Afrique. Alors, ces intellectuels, cette élite noire a beaucoup résisté, si vous voulez, aux agressions répétées et permanentes de l'homme blanc, de par ses lois, de par tout son système juridique, de par les inégalités, etc. Et à tel point qu'on a connu des universités noires, des écoles noires, des centres de formation noirs, vous voyez, tout ça pour justement sauver l'âme africaine, l'âme noire justement, de cette... et ne pas la laisser se dissoudre dans l'inégalité, dans l'injustice employée par les Blancs. Cette littérature, si vous voulez, a évolué jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire jusqu'à Harlem Renaissance, la fameuse Renaissance d'Harlem, où on a connu une floraison, si vous voulez, d'écrits, de pièces de théâtre, de poèmes, de discours, etc., concernant justement les Noirs et concernant la culture noire, une valorisation extraordinaire, et faire connaître au monde que la culture noire existait, qu'il y avait une philosophie noire, qu'il y avait des hommes noirs importants qui étaient justement
les égaux des Blancs, et même ils étaient parfois mieux, puisqu'ils avaient des grands sociologues, des grands philosophes et des grands romanciers, comme je le disais, je parlais de Richard Wade, etc. Donc, toute cette production littéraire, artistique, culturelle, a influencé l'élite noire africaine. Je veux dire, de l'Amérique, nous avons eu cette influence jusqu'en Afrique. Et toute l'élite et l'intelligentsia noire, Césaire, je disais tout à l'heure Senghor, et enfin toute la négritude, tout le monde de la négritude, s'est inspiré justement de leurs écrits, des écrits de ces Noirs américains. Et je veux dire, et le germe non seulement de la Renaissance, de la résistance et du combat était là, était déjà présent dans leurs écrits, dans les écrits. Alors là, on se situe dans quelles années quand tu parles de ce combat intellectuel jusqu'en et littéraire 1940, jusqu'en 1940-45, autour de la Harlem Renaissance, etc. Ouais. Je veux dire, ça a toujours été progressif dans le temps, c'était chronologique. Ça n'a jamais arrêté depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On retrouve toujours ces mouvements, ces mouvements afrocentristes, ces mouvements qui veulent donc donner une autre image que celle développée par le blanc, que celle diffusée, divulguée et enseignée par le blanc. En fait, une historiographie différente et à la juste mesure de l'homme noir. Donc il y a eu une articulation aussi importante et forte entre tout ce qui s'est fait en production littéraire, artistique, etc., aux États-Unis et avec l'Afrique. Et ça a fait beaucoup d'échanges, d'ailleurs il y a eu beaucoup de congrès, par exemple avec Marcus Garvey, avec, vous savez, les grands panafricanistes, hein, donc c'est très important. Tout ça, c'est l'œuvre aussi l'œuvre conjointe d'Américains et d'Africains, voilà, qui luttaient pour la même cause, la dignité de l'homme africain. Très bien. Pour conclure, je dirais que j'ai l'impression de t'entendre parler de Frantz Fanon, de retrouver ce il même n'est pas combat. loin de ce combat lui-même. D'ailleurs, liberté, dignité. Tout à fait. Les grands hommes sont toujours sur le même... se retrouvent, si vous voulez, dans le même combat, dans la même thématique, dans le même sens de la marche de l'histoire, contrairement à, si vous voulez, à ce colonialisme qui a, n'est-ce pas, qui a beaucoup affecté, qui a déshumanisé l'homme et qui l'a dépouillé, si vous voulez, de sa richesse, de son âme, etc. C'est le sens du combat de cette élite noire, qui est considérable et qui est honorable aussi. Très bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'ai eu vraiment grand plaisir à t'écouter en abordant tes différents travaux, en abordant ta vie, en abordant tes engagements. J'ai appris à chaque fois, j'ai appris quelque chose. J'espère que nos téléspectateurs aussi. Et j'espère que nous aurons le plaisir de te retrouver rapidement à nouveau pour nous parler de choses qui restent dans cette droite ligne et dans cette thématique que toutes les grandes figures ont portée, et que tu puisses à nouveau nous parler d'exemples comme ça et de nous enrichir de certaines connaissances. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil, Salam Khadr. Salam alaikum, à très bientôt, au revoir.